Décembre 2016, hangar de BAE Systems Hägglunds à Örnsköldsvik, dans le nord glacé de la Suède. Moins 12 degrés dehors, l'air sec craque sous les pas. Un ingénieur en combinaison bleue tire sur une bâche industrielle. La toile glisse lentement, libère un nuage de poussière et révèle un châssis de CV90 immobile depuis 7 ans. Sur l'acier blindé, la marque d'usine est encore là, parfaitement visible. Elle désigne l'emplacement d'une tourelle qui n'est jamais venue. À côté de cette machine, dans le même hangar, il y en a 39 autres, tous identiques, tous achetés avec l'argent du contribuable suédois en 2007, tous oubliés sous la même bâche. 40 engins de combat parqués comme des fantômes et qui viennent de recevoir ce mois de décembre leur seconde vie. Le contrat qui les ressuscite a été signé une semaine plus tôt à Stockholm. 575 millions de couronnes suédoises. L'autorité d'achat militaire, la FMV, a paraphé le document avec une certaine ironie discrète. C'est cette même institution qui, 8 ans plus tôt, avait classé ces châssis comme inutiles. Aujourd'hui, elle paie pour les réveiller. Mais ce qui va monter sur ce véhicule n'est pas ce qui aurait dû y monter. Ce n'est pas l'arme pour laquelle ils ont été achetés. Ce n'est pas la merveille technologique que la Suède avait elle-même inventée, exhibée à Riyad, vendue dans les salons internationaux. C'est sa copie volontairement appauvrie. Une version délibérément moins automatique, moins rapide, moins polyvalente. Un mortier baptisé Mjolnir, du nom du marteau de Thor, l'arme qui dans la mythologie scandinave nivelle les montagnes. Voilà le paradoxe que toute la suite va défaire. Le pays qui a conçu le mortier automoteur le plus avancé d'Europe a fini par installer sur ses propres châssis une version simplifiée, environ 5 fois moins chère, sciemment dépouillée de ses meilleures fonctions. Et le plus déroutant n'est pas la décision, c'est ce qui a suivi. Aujourd'hui, en 2026, la Suède aligne 80 de ses Mjolnir. La Finlande, son ancien partenaire de programme, qui est resté fidèle à la version sophistiquée, en aligne 18 et n'en commande plus. Comment un choix unanimement perçu à l'époque comme une capitulation budgétaire est-il devenu le coup le plus intelligent de la défense suédoise depuis 30 ans? Pour le comprendre, il faut s'arrêter sur ces châssis, sur ce que représente concrètement 7 ans sous une bâche. Chaque CV90 d'infanterie coûtait, à l'époque, plusieurs millions de couronnes, multipliées par 40. Le résultat dépasse largement le milliard. 1 milliard de couronnes en matériel de combat, payé par les Suédois en 2007, posé en l'état, sans tourelle, dans un entrepôt chauffé du Norrland. Pendant ce temps, sur le papier, le ministère de la Défense expliquait au Parlement qu'il n'avait pas les moyens d'équiper ses bataillons. L'argent investi dans la défense dormait, littéralement, sous toile. Et personne ne s'en alarmait, parce que l'époque ne s'alarmait de rien. La Suède de 2008 n'imaginait pas être attaquée. Elle pensait l'histoire terminée. Le chef d'état-major de l'époque, quelques années plus tard, déclarera publiquement que son pays tiendrait environ 1 semaine en cas d'agression. 1 semaine. Phrase qu'aucun général en exercice, ailleurs en Europe, n'oserait prononcer devant des journalistes. Reprenons les ordres de grandeur, parce qu'ils valent mieux que 1000 adjectifs. Amos, le mortier que la Suède a refusé, tire 26 coups par minute. Il peut envoyer 14 obus pour qu'ils tombent tous au même instant sur la cible. Un mode appelé MRSI, frappe multiple simultanée. Une seule machine équivaut à une batterie d'artillerie entière. Mjolnir, l'arme que la Suède a finalement choisie, fait moitié moins vite. Pas de MRSI, pas de rotation à 360 degrés, juste un secteur de tir de 60 degrés à l'avant. Pas de tir direct, pas de chargement automatique par culasse. 4 obus en 8 secondes, et c'est tout. L'ingénieur en combinaison bleue ce matin de décembre le sait parfaitement. Il a travaillé sur Amos dans les années 2000. Il en connaît la mécanique au millimètre. Et il participe maintenant, pour son employeur, à son démantèlement délibéré. Couper la rotation, retirer l'automatisation, abandonner les frappes simultanées, externaliser les tubes vers la Slovaquie pour réduire les coûts. Chaque ligne de cahier des charges du Mjolnir est une renonciation. Et chaque renonciation, dans la culture d'ingénierie suédoise, a longtemps été vécue comme une honte. Mais voici le détail qui suspend le jugement. Les militaires de l'état-major suédois, eux, ne riaient pas. Ils ne parlaient pas de capitulation. Ils signaient les commandes les unes après les autres. 40 machines en 2016, 20 de plus en février 2022, 2 semaines après le début de l'invasion russe en Ukraine, 20 encore en janvier 2023. Et, geste révélateur,
Ils ont demandé à BAE de rétrofiter les 40 premières au standard numérique récent, le C4I LSS Mark, prouvant que ce qu'on appelait simplification n'était pas vraiment une renonciation, c'était autre chose, c'était une stratégie. Pendant ce temps, à Helsinki, le ministère finlandais de la Défense regardait sa propre flotte d'Amos et concluait que 18 unités à 6 700 000 € la pièce suffiraient. Pas de nouvelles commandes. Et, depuis l'an dernier, un nouveau programme, Tremos, plus simple, plus modulaire, moins cher. Autrement dit, la Finlande arrive, 10 ans en retard, à la conclusion que les Suédois avaient tirée en 2016. Le pays qui a refusé la sophistication a gagné 4 fois plus de tubes. Le pays qui l'a embrassé s'est retrouvé bloqué avec une élite trop coûteuse. La leçon, à ce stade, paraît trop nette pour être honnête, trop pédagogique, comme si la Suède avait planifié tout cela depuis le début. Elle ne l'a pas planifié. C'est précisément là où la chose devient passionnante. La décision de 2016, présentée par les détracteurs comme un compromis humiliant, est née d'une autre décision, plus ancienne, prise dans une salle de réunion de Stockholm en novembre 2008. Une décision que les militaires suédois eux-mêmes contestaient. Une décision dans laquelle les militaires, justement, n'ont pas eu voix au chapitre. Ce jour-là, autour d'une table, des fonctionnaires des finances ont décidé du sort d'un programme d'armement qu'ils n'avaient ni conçu ni utilisé. Et leur conclusion a sidéré ceux qui en attendaient le contraire. Comment la comptabilité publique d'un petit pays neutre peut-elle, en quelques semaines, fermer un programme que toutes les armées du monde regardaient avec envie ? Stockholm, début novembre 2008, 6e étage d'un immeuble administratif anonyme à 2 pas du Parlement. La salle est petite, pas de drapeau, pas de portrait, pas d'uniforme. Autour d'une table ovale, 7 ou 8 personnes, la composition exacte du groupe ne sera jamais publiée, examinent une liste de programmes militaires à supprimer. Ils s'appellent collectivement Genomförande Gruppen, littéralement le groupe de mise en œuvre. Leur tâche ? Trouver des coupes budgétaires dans la défense sans que la défense les voie venir. Le détail qui glace 12 ans plus tard, c'est précisément cette absence. L'état-major des forces armées suédoises, le Forsvarsmakten, n'a pas été convié. La direction du Högkvarteret, qui supervise l'ensemble des opérations militaires, n'a pas accès aux documents de travail. On parle pourtant d'un programme d'armement majeur, dans lequel le pays a déjà investi des sommes considérables, et qui équipe la doctrine d'appui-feu des bataillons mécanisés. Mais à Stockholm, en 2008, l'argent est un sujet trop sérieux pour qu'on le confie aux généraux. Sur la liste figurent plusieurs programmes que les militaires considéraient comme intouchables. Le développement d'une nouvelle génération de corvettes chez Kockums, le programme international de missiles multirôles, une plateforme sous-marine modulaire chez Saab, et un nom plus discret, plus technique, qui ne fait pas la une des journaux, Amos. Advanced Mortar System, le mortier automoteur jumelé que la Suède développe depuis 12 ans avec la Finlande. Pour saisir l'ironie complète de la décision qui se prépare, il faut remonter à l'origine de ce programme. Juin 1996, Hägglunds Vehicle, à Örnsköldsvik, signe un accord avec Patria Weapon Systems, le constructeur finlandais d'artillerie. L'idée est presque insolente. Créer un mortier de 120 mm sous blindage complet à chargement automatique par la culasse, en tourelle pivotante. Personne, en Europe, n'a fait cela. Les mortiers se servent encore par la gueule, à découvert, l'équipage exposé. Amos doit changer la règle. 4 ans plus tard, début 2000, la FMV suédoise et son homologue finlandaise signent un accord de projet conjoint. 100 millions de couronnes pour la phase d'étude. Les Finlandais apportent les tubes, les Suédois apportent la tourelle et le châssis. Le Danemark et la Norvège, observateurs, n'investissent pas, mais regardent. En 2001, sur un terrain d'essai en Finlande, le prototype tire 1300 obus en quelques mois. Les essais sont conduits par l'armée finlandaise, mais filmés et étudiés dans les 2 pays. Le système fonctionne. Mieux que ça, il étonne. Voici l'absurde dans toute sa fraîcheur. Amos peut tirer 26 coups en 1 minute, à pleine cadence. En mode MRSI, frappe multiple simultanée, une seule machine envoie jusqu'à 14 obus selon des angles et des charges propulsives différentes, calculées par ordinateur, de sorte qu'ils atteignent la cible exactement au même instant. L'effet est celui d'une batterie d'artillerie de 6 pièces tirant simultanément. Mais c'est un seul véhicule, un seul équipage, 30 secondes d'arrêt, puis l'engin file.
L'ennemi qui tente une riposte de contre-batterie tire sur une position déjà vide. C'est le rêve technique de l'appui-feu rapproché du XXIe siècle. L'enthousiasme suédois est tel que la marine, à la même époque, envisage de monter Amos sur ses Combat Boat 90, les bateaux d'assaut rapides de l'archipel baltique. Première découverte gênante, le CB-90 est trop petit pour porter une tourelle de 3600 kg. Qu'à cela ne tienne, la marine lance à grands frais un programme baptisé Combat Boat 2010, un navire entièrement nouveau, conçu dans un seul but, porter Amos. Les plans sont presque terminés en 2008. La quille n'est pas encore posée. Pendant que la marine rêve, l'armée de terre, elle, agit. 40 châssis de CV-90 sont commandés et livrés à Eglunds, sans tourelle, en attendant l'installation des Amos terrestres. Les châssis arrivent. Les tourelles, elles, mettent du temps. Le développement traîne. Le coût grimpe. Une tourelle Amos, début 2008, est estimée à plus de 6 millions d'euros pièce. Le programme complet, avec ammunition et soutien, frôle les 120 millions d'euros pour la Finlande et autant pour la Suède si elle suit. Pour un pays dont le budget défense vient de descendre à un peu plus de 1% du PIB, c'est lourd. Retour dans la petite salle de Stockholm, novembre 2008. Le rapport est sur la table. Genomförande Gruppen a fait ses calculs. Amos coûte trop cher pour ce qu'il apporte. La cadence de feu est impressionnante, mais les besoins opérationnels de la Suède de 2008, telle qu'elle se conçoit elle-même, ne le justifient pas. Le pays ne se prépare pas à une guerre territoriale. Il se prépare à participer à des missions internationales, à des opérations de maintien de la paix, à un éventuel déploiement européen au Tchad ou en Afghanistan. Pour cela, on n'a pas besoin de mortiers à frappe simultanée. On a besoin de troupes légères, projetables, peu coûteuses. Le revu Artillerie Tidskrift, publication interne de l'artillerie suédoise, publiera quelques mois plus tard un texte d'une honnêteté étonnante. Les officiers y racontent que le Högkvarteret considérait pourtant les besoins opérationnels d'Amos comme réels et nécessaires. Le système avait été remis au plan d'équipement, après une première remise en question fin 2007. Mais le groupe de mise en œuvre, écrivent-ils littéralement, révisait le plan d'équipement en parallèle avec une visibilité très limitée pour les forces armées. En septembre, quand la liste des programmes recommandés pour suppression est rendue publique, Amos y figure. En novembre, le gouvernement valide. En quelques semaines, ce que 12 ans de coopération industrielle avaient bâti est rayé d'un trait. La Suède sort officiellement du projet bilatéral avec la Finlande. C'est un froissement diplomatique majeur dans la coopération nordique. Les Finlandais, eux, restent dans le programme. Ils n'abandonnent pas. Ils commandent 18 Amos en 2010 à monter sur leur blindé roulant Patria AMV. Livraison en 2013. Contrat à environ 120 millions d'euros, soit 6 700 000 euros par unité. Ils paient le prix de la fidélité au programme qu'ils croient être le bon choix. À Stockholm, l'école de combat terrestre, la Markstridsskolan, hérite du problème. Le bataillon mécanisé suédois vient de perdre son artillerie organique avant même de l'avoir reçue. Que fait-on? Les officiers de l'école rédigent une note. Ils proposent dans un premier temps de conserver les vieux mortiers de 120 mm tractés, le modèle 41, qui datent de la guerre froide et que les magasins militaires possèdent encore en quantité. Argument économique, il reste des stocks de munitions à bas prix, dont des projectiles anti-chars guidés Strix, qui avaient prouvé leur efficacité lors des derniers tirs Amos, 17 cibles touchées sur 18 tirs. Le ministère, dans son retour au gouvernement de janvier 2009, va même plus loin. Il suggère de redescendre au mortier de 81 mm comme artillerie de bataillon. 81 mm, c'est le calibre standard d'infanterie porté à dos d'homme. La Suède, qui venait d'inventer le système d'appui-feu le plus avancé du monde, envisage de revenir au mortier de section, celui que portent les fantassins dans une Jeep. Le retour de 40 ans en arrière. La régression complète d'une doctrine. Cette régression ne se produira pas, parce qu'elle est trop visible et trop humiliante pour passer politiquement. Le compromis tacite sera autre. Les 40 châssis CV-90 destinés à Amos sont mis sous bâche dans le hangar d'Anschelsvik. On verra plus tard. Officiellement, ils sont en stockage. Officieusement, personne ne sait quoi en faire. Et pendant que ces châssis prennent la poussière, le commandant suprême des forces armées suédoises continue de présenter à la presse chaque année un budget qu'il sait insuffisant.
Mais en 2014, à l'autre bout de la Baltique, un événement va prendre tout ce raisonnement et le faire éclater en plein vol. Et ce n'est pas la décision suédoise de revenir à l'armement qui sera scandaleuse. C'est la lenteur avec laquelle, malgré l'évidence, le pays mettra encore 2 ans à comprendre qu'il s'était trompé. Salén, station de ski des Dalekarli, 9 janvier 2013. Conférence annuelle Folk au Forsvar, le rendez-vous obligatoire de la communauté de défense suédoise. Costume sombre, salle surchauffée, journaliste au premier rang. Le général Sverker Göransson, commandant suprême des forces armées, monte à la tribune. Ce qu'il s'apprête à dire restera dans l'histoire militaire du pays comme la phrase la plus coûteuse jamais prononcée par un haut gradé en service. La substance de son intervention, telle qu'elle sera reprise par tous les médias scandinaves, si la Suède était attaquée aujourd'hui, ses forces armées tiendraient environ 1 semaine. Pas 1 mois, pas 10 jours, 1 semaine. Au-delà, le pays dépendrait entièrement d'une aide extérieure qu'il n'a par ailleurs jamais formellement demandée à personne, puisque sa doctrine officielle reste celle de la non-alignement militaire. L'aveu glace l'Assemblée, pas parce qu'il révèle quelque chose d'inconnu, chacun dans la salle sait que l'armée a fondu depuis la guerre froide, mais parce que c'est le chef d'état-major en exercice qui le dit, à haute voix, devant la presse, sans euphémisme. Le procédé est presque inédit dans la culture politique scandinave, où la défense est traditionnellement traitée avec une discrétion proche du tabou. Göransson ne lance pas un appel, il publie un constat de faillite. Le contexte de cette déclaration n'est pas neutre. Quelques mois plus tôt, le Premier ministre Fredrik Reinfeldt, conservateur, avait qualifié la défense d'intérêt particulier, saarintresse, au même titre, semblait-il, qu'un lobby quelconque. La formule, prononcée par un dirigeant dont le parti se revendique historiquement de la tradition régalienne, avait été ressentie comme une trahison. Reinfeldt, en réalité, ne faisait qu'exprimer ce que la classe politique suédoise pensait depuis 20 ans. La défense est une vieille habitude coûteuse dont le monde post-guerre froide pouvait se passer. La trajectoire chiffrée est limpide et brutale. À la fin de la guerre froide, la Suède consacrait environ 3,5% de son produit intérieur brut à la défense. Sa force aérienne, 1000 avions environ, était la 4e du monde. L'armée pouvait mobiliser 700 000 hommes par conscription générale. L'île de Gotland, position centrale dans la Baltique, abritait une brigade mécanisée complète, un régiment blindé, un régiment d'artillerie, une artillerie côtière. On l'appelait familièrement le porte-avions Gotland. 20 ans plus tard, en 2018, le budget de défense est tombé à 1% du PIB. Le minimum de tout le bloc nordique, à l'exception de l'Islande qui n'a pas d'armée. La conscription, qui formait la colonne vertébrale de la défense territoriale, est suspendue en 2010 par décision politique. Le passage à une armée entièrement volontaire est censé moderniser, professionnaliser, internationaliser. En pratique, le recrutement s'effondre. Les soldes sont basses, les risques élevés, la motivation faible. En 2011 et 2012, le quota de recrues n'est jamais atteint. Et la Suède de cette époque ne s'en inquiète pas vraiment, parce que sa pensée stratégique a définitivement tourné le dos à l'idée même d'invasion sur son territoire. C'est alors que l'événement extérieur arrive et brise toute la construction mentale d'un seul coup. Mars 2014, annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, apparition des petits hommes verts, démonstration que les frontières européennes, officiellement intouchables depuis la chute du mur de Berlin, peuvent être déplacées en quelques semaines par un État qui assume le coup de force. Pour la Suède, la stupeur est double. D'abord parce que la mer Baltique redevient brutalement un théâtre opérationnel. Ensuite parce qu'au cœur de cette mer, à mi-chemin entre Saint-Pétersbourg et Copenhague, se trouve une île grande comme la Corse, presque déserte militairement depuis 10 ans, Gotland. Tout analyste sérieux comprend, en mars 2014, que si une crise majeure éclate dans les pays baltes, la première décision russe serait probablement de saisir cette île pour interdire l'accès de l'OTAN à la zone, et que la Suède, en l'état, n'a tout simplement pas les moyens de l'empêcher. L'ironie est mordante. Pendant que les châssis CV-90 destinés à Amos dorment toujours sous bâche à Örnsköldsvik depuis 5 ans déjà, la doctrine officielle du pays continue d'affirmer qu'aucune attaque territoriale n'est probable. Le matériel oublié est là, payé, neuf, immobile. Et la nation qui l'a oublié vient de découvrir que la guerre conventionnelle n'avait pas disparu.
Elle s'était simplement déplacée de quelques centaines de kilomètres. La réaction politique met 1 an, trop long pour les militaires, étonnamment rapide pour la culture suédoise du compromis. En juin 2015, le gouvernement publie un nouveau livre blanc qui marque le tournant doctrinal. Le focus de la défense suédoise revient au territoire national. 5 mois plus tard, le 10 décembre 2015, la décision est officielle. La Suède réactive le concept de Totalförsvar, la défense totale, abandonnée en 2001. C'est l'idée d'une mobilisation de l'ensemble de la société, civile et militaire, en cas de menace existentielle. Une doctrine qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, conservée toute la guerre froide, mise au placard avec la chute de l'URSS, et que les couronnes investies dans les hôpitaux, les routes, les abris atomiques d'avant-hier vont maintenant devoir cofinancer à nouveau. Sur Gotland, en 2016, l'armée installe un groupe tactique permanent. La force initiale est ridicule au regard du passé, 300 soldats. Une compagnie d'infanterie mécanisée, en partie de réserve, complétée par une compagnie blindée. À titre de comparaison, l'île abritait pendant la guerre froide une garnison d'environ 20 000 hommes en cas de mobilisation. Le rapport est de 1 à 66. 300 hommes ne suffisent pas, mais ils symbolisent. Ils plantent un drapeau. Et ils créent en retour une urgence logistique immédiate. Ces soldats ont besoin d'appui-feu. Or, l'artillerie suédoise, après 20 ans de coupe, est exsangue. Le mortier organique du bataillon mécanisé est encore le vieux modèle 41, tracté, datant des années 50, qu'il faut servir à découvert. Tout ce dont les officiers de la nouvelle doctrine ont besoin, le pays ne l'a pas. Et tout ce dont le pays avait commandé, il l'avait renvoyé sous bâche en 2008. Au siège de la FMV, début 2016, une équipe se réunit pour répondre à cette urgence. La consigne n'est pas écrite, mais elle est claire. Trouver, dans les délais les plus courts, le moyen d'équiper les bataillons mécanisés en mortiers automoteurs sous blindage. Et le faire avec un budget qui, malgré la prise de conscience post-Crimée, n'a pas encore doublé, parce que les augmentations massives de dépenses défense ne viendront que plus tard. L'option Amos revient sur la table, brièvement. Le système est plus mature qu'en 2008, mais le prix unitaire, lui, est passé à plus de 6 millions d'euros par tourelle pour la version finlandaise. Multiplié par 40 systèmes, on atteint environ 240 millions d'euros hors châssis. Le budget disponible ne le permet pas. Le pays qui a sciemment renoncé à Amos pour des raisons budgétaires en 2008 ne peut, 7 ans plus tard, se le payer non plus. La même décision se présente sous la même forme, et la même réponse semble inévitable. C'est à ce moment-là qu'un ingénieur de BAE Systems Hägglunds, dont le nom n'a jamais été publié mais dont la fonction est documentée, pose sur la table une question qui change tout. Et si on prenait Amos et qu'on lui retirait méthodiquement tout ce qui le rendait cher? Bureau d'études de BAE Systems Hägglunds, Örnsköldsvik, printemps 2016. Une salle de réunion modeste, fenêtre donnant sur le golfe de Botnie encore gelé en avril. Sur le mur, une projection de la tourelle Amos, vue éclatée, avec toutes ses sous-fonctions numérotées. Sur la table, une feuille blanche et un marqueur. La consigne est inhabituelle pour des ingénieurs. Ils ne sont pas réunis pour ajouter des capacités à un système, mais pour en retirer, méthodiquement, avec calcul et, surtout, sans rougir. La culture de l'ingénierie militaire scandinave a toujours été celle de l'élégance technique. Le Bofors 40 mm, le Saab Gripen, le sous-marin Gotland, le STRV-103 sans tourelle des années 70, autant de machines connues pour leur sophistication, leur originalité, leur refus du compromis paresseux. Hägglunds, en particulier, est l'héritier d'une école qui considère qu'une bonne machine est une machine où chaque solution technique répond à un problème précis et où aucune fonction n'est superflue. Demander à ces gens de simplifier leur propre invention vedette, ce n'est pas un exercice technique, c'est un exercice psychologique. La liste se construit ligne après ligne. Première rature, la rotation à 360 degrés de la tourelle. Amos pouvait tirer dans toutes les directions, instantanément, ce qui supposait une couronne motorisée lourde, un mécanisme hydraulique complexe, une électronique de stabilisation sophistiquée. Mjolnir aura un secteur frontal de 60 degrés, soit 1/6 de l'angle d'origine. La machine devra se réorienter physiquement en pivotant tout le châssis si la cible se déplace en dehors. La doctrine d'emploi compense. Le mortier automoteur tire en appui de bataillon, pas en réaction tous azimuts,
donc la rotation rapide n'est pas essentielle. Économie estimée, très significative sur le coup de tourelle. Deuxième suppression, le chargement automatique par culasse. EMOS, c'est un mortier de 120 mm à culasse fermée, avec un système d'introduction des obus à la base de chaque tube, géré par un automate. La sophistication permettait les 26 coups minutes, le mode MRSI, l'enchaînement frappe-fuite en 30 secondes. Mjolnir abandonne tout cela. Retour au chargement par la gueule, comme un mortier classique. Sauf que le geste n'est plus fait par un servant à l'air libre. Un bras mécanique, à l'intérieur du véhicule, soulève l'obus depuis la soute et le présente à la bouche du tube. L'équipage reste sous blindage. Mais la cadence chute à 16 coups minutes en pic, 6 en soutenu, 3 fois moins vite. Troisième rature, les frappes multiples simultanées. C'était le bijou d'Amos, ce qui le distinguait de tout autre mortier au monde. Ce qui faisait dire aux journalistes spécialisés qu'une seule machine équivalait à une batterie d'artillerie complète. Mjolnir ne saura pas faire. Quatrième rature, le tir direct. Amos pouvait baisser ses tubes à l'horizontale et engager une cible visible à courte distance, utile dans un combat urbain. Mjolnir garde ses tubes horizontaux uniquement pour le déplacement, pas pour le tir. Cinquième rature, le système de chargement automatisé est remplacé par un bras semi-mécanique manuel. Sixième rature, le canon. Les tubes ne seront plus fabriqués en Suède. Pour des raisons de coût, BAE Hägglunds passe commande à un sous-traitant en Slovaquie. Le pays qui inventa le Bofors et l'artillerie scandinave moderne sous-traite désormais l'acier le plus chaud de son artillerie de bataillon à un atelier de Bratislava. Chacune de ces ratures, prises isolément, ressemble à une régression. Mise ensemble, elles dessinent autre chose. Les ingénieurs comprennent vers la mi-2016 qu'ils ne sont pas en train de fabriquer un mauvais Amos. Ils sont en train de fabriquer une machine qui n'a plus rien à voir avec Amos dans sa philosophie. Amos était un système d'élite, conçu pour donner à une seule machine la puissance d'une batterie. Mjolnir est un système de masse, conçu pour qu'on puisse en aligner beaucoup, à bas coût, sur des châssis déjà disponibles, avec un équipage rapidement formé et une mécanique qui pardonne. Le mortier d'élite devient un mortier de série. La logique de l'instrument soliste devient la logique de l'orchestre. Le contrat est signé le 23 décembre 2016. 575 millions de couronnes, 40 systèmes, livraison étalée de 2019 à 2020. Le coût unitaire ressort à environ 1 400 000 € par tourelle complète, montée sur châssis, à comparer aux 6 700 000 € par unité du contrat finlandais d'Amos de 2010. Le rapport est de 1 à un peu moins de 5. Le titre de cette histoire s'écrit dans la calculatrice des comptables, pas dans les communiqués officiels. Quelques mois passent. Décembre 2017, la revue critique de conception, le Critical Design Review, est franchie. Le dessin est figé. La production peut démarrer. En février 2019, 4 premières machines de test sont livrées à la FMV pour la phase de validation et de formation. Les essais ont lieu sur le terrain d'Älvdalen, dans le centre de la Suède, l'un des plus grands champs de tir militaires d'Europe occidentale. Les premiers tirs sortent. 4 obus en 8 secondes. La cible, à plusieurs kilomètres, reçoit un essaim de fer en demi-cercle. La presse spécialisée internationale, à cette époque, n'est pas tendre. Les commentateurs allemands et britanniques, qui suivent depuis 20 ans le secteur du mortier automoteur, parlent du Mjolnir comme d'une déception, d'un système low-cost, d'un demi-Amos qu'on aurait fait pour ne pas perdre la face. Le qualificatif « less advanced » apparaît dans plusieurs articles spécialisés, moins avancés. La phrase a le mérite de la franchise. Elle a aussi l'inconvénient d'être stratégiquement aveugle. Car pendant que la presse internationale ironise, le directeur général de BAE Systems Hägglunds, Tommy Gustafsson Rask, présente Mjolnir publiquement comme une step change solution, une solution de rupture. Le vocabulaire est calibré, facile à former, simple à utiliser, hautement efficace. La phrase paraît, au moment où il la prononce, comme un exercice obligé de marketing. Personne ne pense, à l'été 2019, qu'elle est exacte. Quelques années plus tard, on s'en souviendra autrement. Le détail qui finit de bousculer le jugement, l'ironie du nom. Mjolnir, c'est l'arme de Thor dans la mythologie nordique. Le marteau qui terrasse les géants, qui revient toujours à la main de son lanceur, qui peut niveler les montagnes.
Pour un système intentionnellement simplifié, mécanique, sous-traité en partie à l'étranger, ce choix de baptême est aussi pompeux qu'inattendu. Comme si la Suède, gênée d'avoir produit un compromis budgétaire, avait voulu compenser la modestie de l'objet par la grandeur de son nom. Ou, autre lecture possible, comme si les ingénieurs avaient parfaitement compris dès le départ ce qu'ils étaient en train de fabriquer, et qu'ils s'amusaient déjà de ce que l'histoire allait dire. À la fin de 2020, la dernière des 40 machines de la première tranche quitte l'usine d'Anchelsvik. Le programme est livré dans les délais, dans le budget, sans dérapage technique notable. BAE et la FMV, dans leur communiqué commun, qualifient même le projet de référence en matière de développement collaboratif. Sur le papier, c'est une réussite tranquille. Dans la réalité opérationnelle, c'est encore une inconnue. Aucun des 40 Mjolnir n'a tiré en combat. La doctrine d'emploi est neuve. Les bataillons mécanisés viennent à peine de les recevoir. Et puis, le 24 février 2022, à 6 heures du matin, heure suédoise, la radio publique annonce que des blindés russes franchissent la frontière ukrainienne en plusieurs colonnes. À Stockholm, ce matin-là, quelqu'un, au siège de la FMV, va prendre un téléphone. 24 février 2022, 6h17 du matin. Sur les écrans de la salle de veille du ministère suédois de la Défense, à Stockholm, défilent les premières images satellites des colonnes blindées russes franchissant la frontière ukrainienne. Le café n'est pas encore servi. Les téléphones, eux, sonnent déjà. Au siège de la FMV, dans la banlieue de la capitale, l'équipe en charge des programmes terrestres reçoit, dans la matinée même, une question qu'elle préparait sans le dire depuis 3 ans. Combien de Mjolnir supplémentaires pouvons-nous commander et à quelle vitesse? L'option avait été inscrite, presque par prudence administrative, dans le contrat de 2016. Une clause de réapprovisionnement, 20 unités supplémentaires, prix négocié à l'avance. À l'époque, peu de gens à Stockholm pensaient sérieusement qu'elle serait activée. Elle l'est 2 semaines après l'invasion. Le contrat amendé est signé en février 2022, montant 500 millions de couronnes, avec en supplément la mise à niveau des 40 systèmes déjà livrés vers le standard de commande et de communication C4I LSS Mark. Le système jugé en 2016 comme volontairement dépouillé reçoit en 2022 le greffon numérique qui lui manquait. Sans bruit, sans débat parlementaire, comme une suite logique. Janvier 2023, contrat supplémentaire, 20 unités de plus, environ 30 millions de dollars. La flotte suédoise atteint 80 Mjolnir programmés contre 40 au départ. Le doublement dans une armée européenne de taille moyenne sur un seul système d'armes en moins de 12 mois ne se voit nulle part ailleurs sur le continent à cette période. Et il se fait sans nouvelle ligne budgétaire dramatique. Le système est simplement assez bon marché pour qu'on en double la commande sans déstabiliser l'équilibre financier. L'effet miroir à l'est de la Baltique est cruel. La Finlande, elle, dispose toujours de ses 18 Amos sur Patria AMV livrés en 2013. Magnifique, sophistiqué, capable en un véhicule de la puissance d'une batterie entière. Et bloqué à 18 parce que chaque unité supplémentaire coûte plus que ce que les budgets, même réévalués post-Crimée puis post-Ukraine, peuvent absorber pour une seule fonction tactique. Aucun complément, aucun follow-on. La Finlande, qui a pourtant rejoint l'OTAN en 2023 et augmenté massivement ses dépenses militaires, n'a pas commandé un seul hameau supplémentaire depuis l'invasion russe. Le système qu'elle avait défendu contre la défection suédoise reste figé dans sa quantité d'origine. À Helsinki, en novembre 2024, le ministère annonce une décision révélatrice. La Finlande commande à Patria un nouveau système baptisé Tremos, un mortier modulaire de 120 mm monté sur camion, conçu pour intégrer les tubes traditionnels de l'arsenal existant. Le langage officiel de Patria dans son communiqué est presque touchant. On parle d'une version mobile du mortier traditionnel, des décennies d'expérience tirées d'Amos et de Nemo, appliquées à un système plus simple, plus déployable, plus économique. Autrement dit, la Finlande arrive, avec 10 ans de retard, à la philosophie que les Suédois ont adoptée à contre-cœur en 2016. Le pays qui avait raison sur le plan technique en 2008 finit par chercher, en 2024, à imiter le pays qui avait raison sur le plan doctrinal. L'ironie atteint son point culminant lorsqu'on regarde le terrain. Sur l'île de Gotland, la position centrale dont dépend une bonne partie de la dissuasion baltique, le groupe tactique a triplé en effectif depuis 2016. Le mortier automoteur de la formation,
C'est désormais le Mjolnir, le marteau de Thor, dans sa version intentionnellement dépouillée, fabriqué avec des tubes slovaques, monté sur des châssis stockés 7 ans sous bâche, équipe l'unité la plus exposée de la défense suédoise. 4 obus partent en 8 secondes, le véhicule pivote, change de position, revient en abri en moins de 30 secondes. La doctrine shoot and scoot fonctionne avec ce qui aurait dû, dans le langage de 2008, être un système de seconde catégorie. La résolution arrive de Stockholm en juin 2025. Le ministre de la Défense, Paul Jönsson, présente officiellement le plan de défense totale pour la période 2025-2030. La phrase d'ouverture, dans le communiqué de presse, frappe par sa sobriété. Le réarmement le plus substantiel depuis la guerre froide, dit le texte. 170 milliards de couronnes supplémentaires pour la défense militaire, 37 milliards et demi pour la défense civile sur les 6 années à venir. La conscription, suspendue en 2010, réactivée en 2017, est désormais l'ossature de la mobilisation. Et au cœur de l'inventaire matériel, parmi les systèmes que la doctrine considère comme indispensables et reproductibles à grande échelle, Mjolnir occupe une place que personne n'aurait imaginée 10 ans plus tôt. L'événement personnel qui révèle le mieux ce renversement n'est pas un fait d'armes, c'est un détail de carrière. En 2008, lorsque Genomförande Gruppen rayait Amos de la liste des programmes suédois, Paul Jönsson était un jeune député du parti modéré, encore dans l'opposition aux affaires de défense. Il assista, en spectateur, à la décision dont son pays n'osait pas mesurer le coût. 17 ans plus tard, c'est lui qui signe la doctrine qui valide rétrospectivement le compromis. Le cercle se ferme dans la main d'un seul homme. La même institution politique qui avait jugé la défense intérêt particulier en 2013 voit aujourd'hui l'un de ses fils inscrire la défense au rang d'urgence civilisationnelle. Et la question pour nous, regardée depuis Paris, ne se laisse pas esquiver. La France a fait, dans les mêmes années, des choix opposés. Le Griffon MEPAC, mortier embarqué automatisé, mis en service progressivement depuis 2024, incarne la philosophie continentale du système élégant, sophistiqué, taillé pour le combat numérique de haute intensité, magnifique sur le papier, coûteux par unité, produit en quantité limitée. Le programme MGCS, le futur char franco-allemand, suit la même logique multinationale et la même tendance au retard, au compromis, au désaccord interministériel. Exactement la configuration qui paralysa la coopération Amos entre Stockholm et Helsinki dans les années 2000. La question qui sort de cette histoire ne porte plus sur un mortier suédois, elle porte sur une école stratégique. Faut-il, dans l'Europe de 2026, viser l'instrument parfait, peu nombreux, hautement automatisé, ou viser le bon système, en grande quantité, suffisamment robuste pour être servi par des conscrits formés en quelques mois? Faut-il croire à la qualité solitaire ou à la masse intelligente? La Suède, sans le vouloir, est devenue le pays qui a répondu à cette question en pratique. 24 février 2026, 2 ans après le doublement de la commande, 4 ans après l'invasion ukrainienne. Sur le terrain d'exercice de Tofta, à Gotland, par -4 degrés, une batterie de Mjolnir se déploie en position. Le commandant en titre du Battle Group donne l'ordre de tir. 4 tubes partent à l'unisson dans le ciel gris de la Baltique. 8 secondes plus tard, le silence revient. Le véhicule pivote, gagne sa position de repli. Et quelque part dans un hangar à Örnsköldsvik, désormais vide de bâches, l'écho du tir résonne comme une réponse, 18 ans en retard, à une décision prise dans une salle de réunion à Stockholm où aucun militaire n'était convié. Et voilà la vraie leçon, celle que personne ne formule à voix haute. La Suède n'a pas gagné parce qu'elle était plus intelligente. Elle a gagné parce qu'elle a été forcée, par sa propre erreur budgétaire, à choisir la simplicité avant que le monde ne la rattrape. Le pays qui a refusé son chef-d'œuvre s'est retrouvé prêt pour la guerre qu'on n'attendait plus. Si cette histoire vous a appris quelque chose sur la guerre d'aujourd'hui, laissez un pouce levé, cela aide la chaîne à exister. Une question, sincère, pour les commentaires. Si la France devait choisir demain entre 100 Griffons MEPAC parfaitement automatisés et 500 Mjolnir volontairement simplifiés, lequel choisirait-elle? Et lequel devrait-elle choisir? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, car la prochaine fois, nous traverserons la frontière. Nous irons voir le char Léopard 2, l'arme dont l'Allemagne s'est tellement vantée, vendue à toutes les armées d'Europe et célébrée comme l'étalon or du blindé occidental. Et nous découvrirons pourquoi, après 40 ans de succès commerciaux,
L'Ukraine, en 2023, a renvoyé certains de ses chars à l'usine en disant qu'ils ne convenaient pas. Un autre paradoxe, plus brutal, attend.